Vous êtes très nombreux au rendez-vous de votre rendez-vous de la semaine. Info 7, mesdames, messieurs, merci de nous faire toujours confiance. Merci d'être là pour suivre l'actualité de la semaine dans ce magazine qui a le plaisir de recevoir pour vous. C'est pour la première fois pour cette nouvelle année 2023. Patrick Eyalé, éditorialiste. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir Patrick. Bonsoir Noëlla. Meilleurs vœux. À vous autant. J'en profite aussi pour présenter mes vœux le meilleur à M. Gabriel Chabani, le promoteur, ainsi qu'à M. Gilbert Biladi, le DG. Pourquoi pas à ma famille, à Madame mon épouse et à mes parents, ainsi que... Ah, vous avez oublié toutes ces personnes qui vous suivent à travers les réseaux sociaux, les internautes, les téléspectateurs? Je n'avais pas fini, mais si vous me laissez, on okay, va prendre la moitié de l'émission. Non, je présente les vœux le meilleur aux personnes qui m'ont accompagné à accomplir mon devoir civique. Ah oui, tu as déjà ta carte d'électeur. Si, j'ai eu à le faire hier. La famille, les amis, je ne saurais citer les noms, vous comprendrez, parce que je risquerais d'en oublier quelques-uns. Nous allons revenir sur cet acte que vous avez accompli, nous allons en parler parce que c'est ça même le fait vert pour les élections prévues en décembre 2023 selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante. Déjà, parlons d'abord de cette histoire qui s'est passée dans le Haut-Katanga. Le parti de Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, qui venait d'être inauguré récemment, a été mis en feu. On ne sait pas d'où est venu les feux. Est-ce que vous connaissez quelque chose de ce qui s'est passé? Votre question me fait sourire. Vous dites, on ne sait pas d'où est venu le feu. Oui, hein, parce que ça vient un peu de partout. Chaque personne donne sa version des faits. Et peut-être que vous avez une information plus précise. Je vais d'abord recontextualiser les événements tels qu'ils se sont passés pour qu'on en arrive là. Monsieur Boudimbo a fait un escale au Katanga. Il a tenu, je dirais, un discours. Dans ce discours... Le discours qui a fâché le président de la République, hein, selon certaines personnes. On va y arriver. On va y arriver. Je dis d'abord que c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que dans ce discours, M. Boudimbo dit exactement ceci. Il se plaint des personnes qui ont des positions de chauve-souris. J'ai vu un tollé. J'ai entendu le professeur qui donne cours au candidat qui s'est senti visé faire un communiqué pour être, je dirais, effarouché. Mais lui qui nous a sorti l'expression, qui nous a appris d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas cette expression, les chiens écrasés, comment ne peut-il pas dire à son élève... De qui parlez-vous? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Comment ne peut-il pas dire à son élève à qui il donne les cours que l'expression chauve-souris est une expression qu'on utilise pour identifier les personnes qui sont vacillants, qui sont clopants. Je pense, je salue la mémoire de vieux Kitenguyezou, aux personnes qui ont des positions, des girouettes. Ce n'est nullement une insulte, un peu comme l'expression chien écrasé. Monsieur Boudimbo continue pour se plaindre des personnes, acteurs politiques de haut rang, qui, lors de leur prise de parole, n'ont pas pu condamner fermement le Rwanda. Nous avons tous suivi le passage d'un des candidats sur le plateau de TV5 Monde quand on lui a posé expressément la question sur le Rwanda et Kagame sur son rôle à la guerre, par rapport à la guerre de l'Est. Ce candidat a dit que ce n'était pas le Rwanda. Kagame, et allez, vous ne citez pas le nom, vous entretenez comment le suspense pour le chef de la population. J'en viens. Ce candidat qui est connu a dit que c'était l'affaire du M23, dédouanant Kagame. Mais il y a lieu de se poser la question. M. Boudimbo n'est pas le seul Congolais à avoir été, je dirais, étonné, et plus que même étonné, de voir un Congolais, dans le contexte actuel, alors que même les étrangers, alors que même la communauté internationale cite nommément le Rwanda et Kagame,
avoir un candidat à la magistrature suprême, contourner la question et si c'est que vous dites vrai, pourquoi alors le président de la République a interpellé Boudimbo lors non, madame, laissez-moi cheminer. J'en viens. C'est de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Le président n'a jamais haussé le ton parce qu'il n'y avait pas sujet à hausser le ton. L'expression chauve-souris n'est nullement une insulte. Mais il y a eu même des médias qui ont confirmé ça, selon des sources sûres, que 2 ministres ont été interpellés. Mais madame, vous n'êtes pas né de la dernière pluie dans ce monde de médias. Vous savez qu'il y a des médias qui sont à la solde. Vous savez qu'on a des stipendiés, des gens recrutés. Et même, nous avons des gens dans les médias qui travaillent pour le compte des forces ennemies du Rwanda, du M23. Donc, je disais, il n'y avait pas de quoi que le président rappelle à l'ordre M. Boudimbo. Parce que M. Boudimbo, comme tous les autres Congolais, se sont étonnés de voir un candidat, un acteur majeur, ne pas être en mesure de citer nommément le Rwanda comme agresseur. C'est quel acteur politique? M. Katumbi, vous pensez qu'on va se cacher? Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir... Par rapport à l'incendie déclenché au siège... Je veux vous remémorer, parce que les gens pensent que nous avons perdu la mémoire. M. Mouyambo, il est vivant. M. Mouyambo a fait une vidéo où, image à l'appui, il démontrait comment, après avoir écrit des lettres ouvertes à M. Katumbi, comment ces biens ont été saccagés. Ces images existent. Ces images existent. Il peut se dédire aujourd'hui parce qu'il a relié M. Katumbi, mais ces images existent. Nous avons encore des images qui montrent M. Katumbi en train d'exciter ses partisans à aller mettre en pièces et déposséder M. Kabasele, le géniteur du Pouce Café qui détenait une mine. Vous pensez que cet incendie, c'est M. Katumbi qui est derrière ça? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais alors, plutôt, vous reliez le deux incendie du parti et puis vous revenez sur des faits qui sont déjà passés. Plutôt, les faits qui se sont passés où on a vu des partisans d'un acteur majeur, M. Katumbi pour le reciter encore, s'en prendre violemment, cassant, détruisant, pillant les biens de ses adversaires, peut légitimement nous laisser penser et nous faire croire que ces partisans peuvent être derrière cet acte criminel. Et ensemble pour la République. Mais madame, je n'ai pas froid aux yeux. Je dis et je me répète, tout laisse à penser au regard de ce qui a été déjà fait par les partisans de ce mouvement politique dont le leader n'aime pas être contesté. Je vous ai donné des preuves. Je vous ai donné des preuves. Les biens de M. Mouyambo ont été saccagés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est M. Mouyambo, image à l'appui. La vidéo où on montre M. Katumbi demandant expressement de s'en prendre aux géniteurs de Pouce Café. Vous êtes revenu sur le passage de Katumbi sur une chaîne internationale. Mais donc, permettez-moi de préciser, je ne dis pas que c'est eux, mais je dis que tout laisse à croire. Vous avez répondu à ma question. Revenons un peu sur cette affaire Peter Tchiani. D'un côté, nous avons l'UNPC, on a le CESAC. Quelle est votre analyse de cette situation, de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives, surtout au sein de la presse congolaise? Et ça a même divisé les chevaliers de la plume. Sincèrement, j'aurais aimé ne pas répondre à cette question parce que je ne veux pas me le cacher. Moi, bon, je préfère ne pas dire ce que je voulais dire tantôt. Ma lecture est la suivante. Et ça d'ailleurs, je sais qu'il n'aimera pas que je le cite, mais un aîné dans la profession m'a fait remarquer, il a dit, si M. Boussembe ressemblait à M. Moutinga, qui était celui qui était le numéro 1 de l'ancien CESAC antérieurement,
qui était identifié comme la haute autorité de médias, il m'a fait savoir qu'il aurait déjà décapité la tête de beaucoup de gens. Déjà. Il est question ici d'apprécier, malgré les positions, on ne va pas le nier, connues de M. Bossembe, la neutralité et, je dirais, la grandeur. Je ne sais même pas pourquoi on personnifie, parce que ce n'est pas M. Bossembe, c'est le CESAC. Maintenant, pour ne pas être, je dirais, trop technique, je vais qu'on fasse une réflexion. Allez-y. Vous avez l'habitude de suivre des films, je ne sais pas si vous, mais moi souvent, des séries américaines. Quand il y a délit, vous pouvez être interpellé par la police du comté, la police du coin. Mais généralement, on voit le FBI descendre et se saisir d'office. Et quand le FBI descend, les policiers qui instruisaient ou qui voulaient connaître du délit se dessaisissent parce qu'ils se disent que la FBI, qui est une juridiction à compétence plus grande, est plus habilitée et à mandat. Là, je voulais faire la comparaison de ce que je peux appeler primauté de compétence. S'il est vrai que l'UNPC a compétence pour écouter les journalistes, autant qu'il est vrai que le CESAC a cette compétence, mais il va de soi que le CESAC doit et a primauté de compétence pour entendre de ce genre de délit. Permettez-moi l'expression, même si on n'est pas en droit pour qualifier cela de délit, surtout que le concerné n'a pas été entendu et jugé. Mais pour que le concerné soit jugé, mais il doit être entendu. Et il faut rappeler que là, Peter Tchani est intervenu pas comme journaliste, mais il était invité. Ah, vous faites bien de poser la question. En un mot, parce qu'on doit prendre Il était invité, vous pouvez être invité en qualité de journaliste. Voilà pourquoi, à chaque fois que je passe, par exemple là, je prends le soin de dire que j'interviens en tant qu'éditorialiste, analyste. Parce que mes points de vue sont colorés. Mes points de vue sont sujets à un parti pris que j'assume. Ça serait malhonnête de me présenter ici comme journaliste, sachant que j'ai des principes que je dois respecter en tant que journaliste, d'impartialité et de neutralité. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu nuancer et préciser que je suis éditorialiste, opposition, conviction connue. Le concerné était invité en tant que communicant, en tant qu'éditorialiste aussi, partageant des convictions connues, qu'il assume qu'il était dans la casquette de communicant. Et quand vous êtes communicant, là encore, je doute fort que c'est de la compétence de l'UNPC. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Samedi 14 janvier 2023, nous sommes à Fleuve Congo Hôtel. 14h pile, mise en place terminée. C'est le début de la cérémonie haute en couleur de la sortie officielle du magazine international Droit d'expression. Un magazine qui tombe à point nommé pour donner la possibilité aux Congolais d'ici et d'ailleurs de s'exprimer. Pour ce samedi, l'on a présenté la première consacrée essentiellement aux actions du chef de l'État depuis son accession au pouvoir en 2018 jusqu'en 2021. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités sont intervenues, notamment Jacques Chabani, qui représentait le président de la République, Claude Maluma, l'un des hommes d'affaires de la République démocratique du Congo, sans oublier Gilbert Biladi, directeur général de Congo Web Télévision. Tous ont salué la bravoure du directeur général et initiateur de ce magazine, Espoir Pova, mais surtout le féliciter pour le travail abattu. Tout ce que je peux dire en quelques mots, c'est des encouragements à l'initiative prise par notre frère, notre compatriote, de faire cet ouvrage pour donner de la voix, rendre plus public, faire connaître davantage non seulement le Congo, mais le monde politique congolais. Notre combat n'est pas nôtre, notre combat est pour tous les Congolais.
nous devons soutenir le nôtre. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui est le nôtre. Tout ce que vous avez ici, vous le retrouvez ici en vidéo. Donc vous pouvez lire, vous pouvez suivre directement chez vous à la maison. Et c'est une innovation qui nous arrive en République du Congo. C'est pour la première fois. Dans le programme du jour était prévu aussi l'étape du marketing et la vente aux enchères. Dans la salle, l'on pouvait constater les invités de marque, entre autres, le directeur général de Congo Railway, le chargé des missions de Papa Simon Kimbangu, les femmes des feux, ainsi que le président du groupe Chabani Recording et PDG de la chaîne des télévisions Congo Web, Gabriel Chabani Lissassi. Tous se sont attelés à cet exercice de la vente aux enchères, un motif de satisfaction pour Espoir Pova, le directeur général du magazine Droit d'expression, tout en se sentant honoré par ses hôtes, n'a pas hésité de le remercier. Tout ce que je peux vous dire, merci beaucoup pour votre présence. Et je remercie aussi la présence de M. Chabani Record qui est mon coach. Il m'a coaché, oui, il m'a coaché depuis l'Allemagne. Où je suis aujourd'hui producteur, c'est grâce à lui. Je vous remercie, M. Chabani. A noter que la vente officielle de ce magazine en ligne, comme ici à Kinshasa, aura lieu ce 24 janvier 2023. Et la présentation de la deuxième partie de ce magazine interviendra au mois de mars. Ici, il était question de faire un bilan à mi-parcours des actions de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée des jeux, ce cadre de l'UDPS dresse un bilan largement positif du fils du Sphinx depuis son accession au pouvoir jusqu'à ce jour. L'opinion lui donne un bilan largement positif avec un actif teinté de plusieurs indicateurs socio-économiques qui prouvent ses performances réalisées en un temps record dans plusieurs domaines de la vie nationale. C'est pour la première fois depuis l'indépendance de la RDC que les finances du pays sont très bien gérées. C'est sous Fachi Béton que l'inspection générale des finances travaille normalement pour réduire sensiblement les détournements des deniers publics. C'est sous Fachi Béton qu'il y a eu une réforme de la Cour des comptes. C'est pour la première fois que la RDC a un fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Alex Kalinda attribue également une note de satisfaction au gouvernement Sama Lukonde. À en croire ce cadre de l'UDPS, le travail abattu par le gouvernement Sama aura été un combat des titans. Alex Kalinda est allé jusqu'à louer les efforts fournis par ce gouvernement, ce sur plusieurs plans. Le gouvernement de la RDC sous le leadership de Fachi Béton a fourni des efforts très énormes, notamment dans la restauration de la paix, la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, l'éducation, la lutte contre la corruption, la promotion de la femme, la couverture santé universelle, l'entrepreneuriat des jeunes, l'économie, la mobilisation accrue des recettes publiques, la réfection des routes. Ce cadre de l'UDPS s'est dit rassuré de plus en plus sur la tenue des élections en 2023, surtout après la concrétisation de l'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs en cours. 4 mois, d'abord que les travaux sont aux arrêts. Déjà dès le début, on a fait beaucoup d'éléments pour montrer la manière dont ils étaient en train de faire des travaux. On sentait que ce n'étaient pas des professionnels. Et puis les choses évoluent. Pendant qu'on n'avait pas besoin de ces gens de caniveaux. Ça, c'est de l'argent jeté. Et quelle est la société qui exécute les travaux? Je crois une société ABC. Le nom de la société est affiché là-bas. Ils ont même mis sur le haut patronage du président de la République. Il est passé par le ministère national de l'urbanisme et des infrastructures. Pour que ça n'a rien à voir avec la ville. Et puis il y a l'OVD qui était parmi les sociétés qui devaient contrôler. Mais quand je vois ça, caniveau, une petite route comme ça, on n'a pas besoin de caniveau.
Les meilleurs caniveaux chronologiques qu'on va voir de l'autre côté. Tel qu'on est là, on fait juste un trou. On met des bus. L'eau passe entre les bus. Une partie de l'eau s'infiltre dans le sol. C'est juste une petite partie qui va aller dans les égouts. Cela permettra même de limiter le volume d'eau qu'on voit aujourd'hui avec des constructions anarchiques que Gombe n'arrive plus à gérer. Quoi. Bon, moi je crois aujourd'hui ce qu'il y a à faire, c'est quoi? Quand on parle d'un état de droit, il faut qu'il y ait des punitions. Parce qu'il n'est pas normal une entreprise qui a commencé les travaux, qui sont d'abord mal exécutés, parce qu'il y a même un des locataires ou des occupants qui a écrit une lettre pour montrer réellement que le travail était en train d'être très mal exécuté. Il abandonne, il bloque les passages, mais sans qu'ils soient inquiétés. Ce qui veut dire qu'il a des parapluies. On doit chercher à savoir qui sont les parapluies, que tous ces gens-là soient punis. Porteur du message d'espoir du premier sportif congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, à toute la délégation congolaise à Annaba, en Algérie, le ministre des Sports, Serge Kondé-Tchimbo, à la veille du match décisif de la RDC face au Sénégal, a mobilisé les troupes en rappelant la mission lui confiée par le chef de l'État. Nazali n'a pouvoir sur quoi que ce soit à part Oyo responsabilité Mokonzi Mboka. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo azo pesangai. Ce n'est pas par hasard que le président azo tindangai na sunga sport ya Congo. Parce que tozali na complicité moko ezako tombola sport na biso en général, ndembo na biso en particulier. Devant son auditoire composé des légendes du football congolais, animateurs, supporters, chevaliers de la plume et autres, le patron de sport congolais a invité les uns et les autres à un soutien tous azimuts à l'équipe nationale, gage du succès et face aux lions de la Teranga locaux. Nous n'avons fait que transmettre le message, le vœu du peuple congolais. Tous les 100 millions de Congolais attendent la victoire de la RDC contre les lions de la Teranga du Sénégal. Raison pour laquelle je me suis dit que je ne peux pas aller au lit sans rencontrer la délégation de la RDC venue soutenir l'équipe nationale. Et voilà, je suis là, je me suis entretenu avec les animateurs, avec différentes couches de la population venue représenter ici notre pays. Nous avons les légendes du football de notre pays, nous avons les journalistes, donc les hommes de presse, nous avons des animateurs, nous avons des mamans et tous les jeunes leaders de notre capitale Kinshasa et d'autres villes de la RDC. Le langage est simple, c'est le réarmement de notre équipe nationale parce que jusque-là, rien n'est perdu. Mais il nous reste un seul match contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Et nous n'avons pas droit à un échec. Il faudra que nos joueurs sentent cet accompagnement de tous les compatriotes. Et que eux sur terrain, ils prennent leurs responsabilités jusqu'à donner la victoire à la RDC. En remettant symboliquement le maillot de l'équipe nationale aux représentants de chaque structure présente dans la salle des spectacles du luxueux hôtel téléphérique, les ministres des Sports voient déjà la RDC à la prochaine étape. CHAN Algérie, la République démocratique du Congo sera face au Sénégal. Patrick Eyalé, quelles sont les chances que vous accordez à l'équipe congolaise? Sauf par esprit patriotique, je ne vois pas le léopard défaire le Sénégal aujourd'hui. J'ai pas suivi les matchs, mais j'ai suivi quelques résumés. On n'a même pas besoin de suivre les résumés. Quand l'entraîneur déjà dit qu'on n'était pas prêt. Ça, c'est un problème. Pourquoi alors la RDC est partie à cette compétition? Quand le nom du joueur m'échappe, le latéral, le droit, comment il s'appelle encore, Issama Peko. Comment on peut faire jouer encore un joueur qui va vers la cinquantaine, je pense? Comment on peut? Ça, c'est l'entraîneur peut bosser caché sur la non-préparation, mais c'est de sa responsabilité. Comment il peut faire jouer un joueur qui est, je dirais, qui a dépassé même l'âge de prendre sa retraite? N'a-t-on pas dans le vivier de notre football des jeunes gens qui ont la vingtaine? Ça sert à ça, cette compétition. Déjà un problème. Mais c'est un problème. Pas les profils de joueurs.
comment on peut faire jouer Issa Mapeko, par exemple? L'entraîneur peut dire qu'on n'était pas préparé, on n'était pas prêt. Mais qui l'a imposé de prendre un joueur comme Issa Mapeko? Cette compétition, vous devez mettre les jeunes pour se frotter à des compétitions. Non seulement qu'il n'y avait pas une bonne préparation, et puis la presse qui arrive aussi en retard, tout ça. C'est un ensemble de choses qui ne vont pas bien entre l'impréparation, entre les choix de sélection de joueurs qui laissent à désirer. Donc, vous allez voir dans les sélections de notre pays, les profils de joueurs, c'est des jeunes. Pourquoi vous devez faire jouer quelqu'un comme Issa Mapeko? Est-ce que ce garçon, ce monsieur-là, il joue-t-il encore dans son club? Je ne sais même pas si... Peut-être qu'il n'avait pas trouvé mieux que ça. Non, vous ne pouvez pas dire dans un pays comme la RDC, pour ne pas dire une ville comme Kinshasa, vous ne pouvez pas manquer un latéral droit. Non. Non. À un moment, on doit apprendre à faire les choses correctement. Correctement. Est-ce que cet entraîneur n'est pas à la hauteur, comme certaines personnes le pensent? Je n'aimerais pas être sévère. Je n'aimerais pas porter de jugement hâtif. Dans le passé, il a eu à faire preuve, je dirais, je vais emprunter le mot, le qualificatif chéri des Congolais. Il a fait preuve de compétence par le passé. Donc je n'aimerais pas aujourd'hui me dédire. Et je pense que... Mais là, il a fauté. Sur le choix des joueurs, il a fauté. Il y avait mieux à faire. Vous avez suivi ce cadre du parti au pouvoir qui dresse les bilans de la gestion de Félix Tshisekedi depuis son accession jusqu'à ce jour. Il dresse un bilan positif, ce qui est totalement rejeté, notamment dans le camp de la Mouka et autres partis de l'opposition. Vous, en tant qu'éditorialiste, comment est-ce que vous avez trouvé la gestion de Félix Tshisekedi? Il y a à redire. On ne va pas se le cacher. Il y a à redire sur plusieurs points. Ça n'a rien à voir peut-être avec votre question, mais j'en parlais hier avec quelqu'un qui faisait la reproche à M. Félix Tshisekedi d'avoir eu des relations, d'avoir voulu entretenir des relations apaisées avec le Rwanda et notamment Kagame. Dit non, c'est une trahison, je ne peux pas lui pardonner. J'ai dit, on va faire ceci. On va revenir en arrière, on va imager la prise de pouvoir de M. Félix. Dans quel contexte il prend le pouvoir? M. Félix prend le pouvoir dans un contexte où il est dans l'ombre de Kabila. Dans l'ombre de Kabila. Dans l'ombre de Kabila. Non seulement il est dans l'ombre... En 2018. En 2018. Non seulement il est dans l'ombre de Kabila, mais il n'a aucun contrôle sur l'armée. Aucun. Et on ne va pas se voiler la face. Ici, comme dans plusieurs pays africains, nos armées sont politisées. Vous avez des officiers qui, pour plusieurs, sont membres effectifs des partis au pouvoir. Ce qui est interdit. Ce qui est interdit. Mais dans les faits, dans la réalité, c'est ce que nous vivons. Ils sont membres dans les partis politiques. De Mobutu, ces généraux, les Ndimbi, les Baramoto, les Mavois, c'était des Mobutistes connus. C'est comme ça qu'on nous est venu. Il s'est méfié d'eux et les a écartés. Comme Tshisekedi est en train de le faire maintenant. Laisse-moi venir. Il a, en les écartant, aussi commis des erreurs parce qu'il est allé jusqu'à nommer un chef d'état-major rwandais. Son successeur est venu, il a taillé aussi l'armée à son image, à telle enseigne que le chef d'état-major, M. Didier Etumba, était pressenti comme dauphin de Kabila. Ce n'était pas par un pur hasard. Donc, M. Félix Tshisekedi prend le pouvoir, prend l'impérium, n'ayant aucun contrôle sur l'armée. Et les gens voulaient que M. Félix, ayant pris le pouvoir,
joue au va-t-en-guerre. Tient un discours du style, non, le Rwanda s'est trop amusé de nous, je veux faire ceci, je veux faire cela, je vais aller en guerre contre le Rwanda, alors qu'à l'époque, le budget de l'armée, c'est des bouteilles, c'est des cacahuètes, si je veux être même gentil. Avec quel budget? Avec quel haut gradé allait-il s'appuyer pour mettre en place une armée républicaine? Non seulement mettre en place avant d'y aller, pour se rassurer. Sa sécurité. Pour se rassurer de sa sécurité. Parfois les gens parlent... il était imposé, il était appelé à jouer au jeu. Parfois les gens parlent de la politique un peu comme j'ai vu une personne chantant devant le cercueil de Mouzé dire que Congo est baby. Un peu comme dans une pièce de théâtre, avec légèreté, de façon, je dirais, clownesque. Personne alors qui allait prendre le pouvoir dans le contexte dans lequel il a été pris pouvait dire nous allons affronter le Rwanda. D'ailleurs, quand Tshisekedi est arrivé, on ne parlait pas du Rwanda comme agresseur. Non, mais parce que justement, il a joué profil bas et cette position... Aucun pays n'osait citer le Rwanda. Et cette position a arrangé Kagame. Cette position, je dirais, de faiblesse apparente, voulue arranger Kagame. Kagame aurait bien voulu que cette relation continue, que M. Félix fasse profil bas pour que ses affaires, son business prospère à l'est du pays. Vous n'avez pas appris que depuis un moment, s'agissant de l'or, s'agissant du coltan, le Rwanda n'est plus l'exportateur, le producteur de l'or et du coltan. Donc il y a une stratégie. Il est en train de perdre. Il y a eu une stratégie. Que cette stratégie ait été pensée ou imposée, c'était une stratégie. Parce qu'on ne pouvait pas avoir une posture ni un discours de va-t-en-guerre. Parce qu'on n'avait aucune assurance. On n'avait pas la même mise sur l'armée. Ça, c'est en ce qui concerne le domaine de la sécurité. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Répondez maintenant à ma question et surtout qu'aujourd'hui, sur la gestion, $1 s'échange à 2100. Sur la gestion globale, je dis qu'il y avait à redire. Ma première intervention, je me rappelle, M. Zantoto, Floride, que je salue, me reçoit dans Club 50. Au lendemain de la victoire de M. Tshisekedi, je dis parmi les grands défis, son plus grand défi sera le choix des hommes. Son plus grand défi sera le choix des hommes. 4 ans après, force est de constater qu'il n'avait pas fait un bon casting. Que le casting était, je dirais, loin d'être ce qu'il fallait. Et il en paye aujourd'hui. Il en paye aujourd'hui les pots cassés. Mais je ne suis pas de ceux qui peuvent dire ou qui diront que le bilan est négatif. Non, parce qu'il va de soi que, à supposer aujourd'hui, Félix n'est plus. Le prochain président aura sur la table un pays à même de mobiliser 16 milliards. Là où pendant 18 ans, ceux qui osent l'ouvrir n'arrivaient pas à mobiliser 4 milliards. Peut-être que l'utilisation, les gens vont dire que non, l'argent public est mal utilisé. Félix peut partir aujourd'hui, celui qui viendra, il n'aura pas d'excuses, il trouvera une base, il trouvera un pays capable de mobiliser 16 milliards. Souvenez-vous, M. Luzolo Bambi nous disait que la République perdait à peu près beaucoup de milliards. 15 milliards par année. Non, la République ne perdait pas. La République était pillée. La République était sucée. C'est la République qui partait dans les poches des gens. Les poches des dignitaires. La République était sucée, entre autres, par ceux qui ont accompagné le premier faux pénalty, le deuxième faux pénalty, et arrivé au troisième faux pénalty,
sachant qu'il veut prendre il veut être calife à la place du calife, il s'est dérobé. Et la même personne refait encore ce qu'il a la maestria de faire. Donc, je vous ai donné un élément du bilan, un autre élément. Pour répondre à la personne, faisons son sketch. Pardon, madame. Faisons son sketch. Faisons son sketch. Les ventres restent affamés. Pardon, madame. Madame. Aujourd'hui, un dollar s'est négocié à 2100. Madame, j'ai l'habitude de vous suivre sur les plateaux et les réseaux. Vous êtes éclectique. Comparaison n'est pas raison. Mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'instabilité en termes d'échange est mondiale. Laissez ces débats aux stipendiés recrutés. Mais ce sont des questions que la population congolaise se pose. Vous êtes en droit d'éclairer la population sur l'instabilité. Sur l'instabilité. Il y a un pays que les gens vantaient, le Ghana, le Ghana, le Ghana. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Ghana? Son économie s'est effondrée. Lui qui s'entêtait, lui qui refusait de l'aide, est accouru chercher de l'aide à l'FMI. Maintenant, madame, encore une chose. Vous avez une minute. Encore une chose. Une minute pour dire. Quand vous avez un gouvernement en mesure, en 4 ans, de construire, vous avez appris qu'il y a 5 universités qui sont en train d'être construites. Là où, en 18 ans, on n'a même pas eu un centre, une institution. Mais pourquoi vous vous référez toujours à ce qui est déjà passé? C'est passé, on connaît 18 ans, tout ce que vous avez dit, mais donnez-nous ce débat, ceux qui utilisent cet argument, permettez-moi de vous tenser, madame, c'est un argument, je dirais, d'une faiblesse inouïe, parce qu'on nous apprend que pour faire une prospection, il faut comparer. La comparaison est une méthode scientifique. Parce que ces mêmes gens, quand il s'agit de certaines choses, ils font de la comparaison. Donc, comparativement à la gestion passée, il y a sur plusieurs points, notamment sur les volets. Il y a parlé de la sécurité. De l'économie, non. La sécurité était une parenthèse. On ne va pas comparer l'inflation telle qu'on l'a vécue sous Kabila. Madame, nous arrivons à juguler l'inflation. Nous arrivons, sous Kabila, on est passé de 900 francs à 1600 francs. Le problème avec nous, Congolais, c'est que nous donnons souvent des vacances prolongées à nos cerveaux. Les Congolais voulaient bien qu'on revienne à 1900, 1600, 1500. Madame, monsieur, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est une première série d'hommages à Patrice Emery Lumumba depuis que son corps repose éternellement dans ses mausolées à la base de l'échangeur de Limete. Représentant le chef de l'État, Jean-Michel Tsamalukonde, chef du gouvernement de la RDC, après avoir déposé la gerbe de fleurs en hommage au héros national, salué à sa juste valeur le sens du combat mené par Patrice Lumumba, combat qui a contribué à sortir la RDC de la colonisation. Je suis venu en représentation de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet hommage. Ici, c'est une occasion de venir pour Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour justement consacrer ce nouveau mausolée où désormais il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer. Maintenant qu'il est chez lui, à la maison, ici en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour nous, non seulement de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise. Et on devait l'honorer comme tel. De lui, je vais simplement rappeler une phrase, ce qui disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants, et que ce serait une histoire de gloire. Je crois qu'ici, en République démocratique du Congo,
pour cet héros qui est le nôtre, nous nous approprions cette recommandation, cette phrase qui était la sienne, pour désormais écrire notre histoire, celle de la République démocratique du Congo. Et c'est une histoire grande et glorieuse, comme nous l'avons dit. Et donc, comme lors de son arrivée, Jean-Michel Tsamalukonde, qui accompagnait quelques membres du gouvernement, a, avant de quitter les lieux de la cérémonie, serré la main à quelques membres de la famille de Lumumba et aux autres personnalités du monde politique et social. Et puisque nous sommes en train de collaborer nos héros nationaux, nous pensons que c'est la grande leçon à tirer. Ils nous ont aidés à aimer et à aimer d'abord ce pays. Au-delà de ça, ces deux héros nationaux nous ont aidés à travailler d'abord pour la société, travailler pour la population. Tout le monde sait combien Mosé Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, a même construit un marché qu'on a appelé marché de la liberté dans la commune de Massina pour manifester l'amour qu'il avait pour la population. Nous profitons de votre micro pour condamner avec la dernière énergie l'assassinat de notre confrère Dr Poné Ojuiga Towasso, médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Aumba, dans le territoire de Mahagi, dans la province de l'Ituri. Il faut dire que le docteur Poné Towasso revenait d'une intervention chirurgicale. C'est aux alentours de 20 h qu'il termine et qu'il pense retrouver sa famille lorsqu'il va recevoir des balles et ça sera fatal pour sa vie. C'est inacceptable. Le fait que nos confrères sont dans une insécurité permanente et totale doit nous faire réfléchir sur les mesures que prennent nos autorités par rapport à la sécurité justement du personnel soignant et même de toute la population. Il est inacceptable que dans les provinces où on a instauré l'état de siège, que l'on constate que les rebelles sont de plus en plus actifs et que ces rebelles, sans foi ni loi, s'en prennent tant aux églises qu'aux hôpitaux. C'est inacceptable. Même au Moyen-Âge, ça ne se justifiait pas. C'est une révélation faite aux Congolais par le ministre des Finances, le président de la République touche 17 000 $ et au parti cher à Martin Fayoulou, Prince Epengue proche de Martin Fayoulou et Lamouka, d'autres membres de l'opposition qualifient cette révélation ou cette information donnée aux Congolais d'un gros mensonge. Parce qu'il parle des députés nationaux qui touchent 21 000 $ et Félix Tshisekedi touche 17 000 $. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous savez, madame, il y a des réflexions tenues par des acteurs politiques et ceux prétendant à exercer demain des hautes fonctions et ceux exerçant de hautes fonctions qui me désolent. Comment ça? Le niveau de confusion entretenu, je ne sais pas si c'est fait à dessein pour manipuler ou si ils sont dans la confusion et quand vous êtes dans la confusion, vous ne pouvez que donner de la confusion et être un confusionniste. Le président de la République, l'institution président, a une dotation. Et dans cette dotation, il y a des rubriques. Quand on dit que le président a un salaire de 17 000 $, cela ne veut pas dire que le président ou que l'institution président ne perçoit que 17 000 $. Le 17 000 $ est le salaire fixe. Le salaire fixe se trouvant dans la loi de finances votée par les députés qui fixe le salaire. Mais à côté du salaire, le président jouit d'une enveloppe globale pour plusieurs rubriques. Donc, j'aimerais qu'ici, les Congolais, et c'est des choses basiques, et ça se passe dans tous les pays du monde. Il y a ce qu'on appelle dotation, et dans la dotation, il y a des rubriques. Les députés ont
ce qu'on appelle émolument, qui est un fixe. Le fixe est contenu dans la loi de finances. Mais à côté de ce fixe, il y a des variables consécutives à des primes, consécutifs parfois à des présences dans certaines commissions, ce qui fait que, mis ensemble, un député, entre son émolument, ce qu'on peut appeler salaire fixe, et les divers primes de présence, je ne sais de quoi, peut atteindre la somme de 21 000. Pourquoi avec des choses aussi simples mais parce qu'il y a quand même des années passées, le président de la République avait dit, je ne sais même pas combien je touche. Mais tout justement, parce que le président ne fonctionne pas comme nous. Il n'a pas une carte où il a un message, où il a une enveloppe, où un comptable vient lui dire, monsieur, voici votre salaire. Passer à la banque récupérer. Passer à la banque récupérer. Mais bonsoir, c'est des choses aussi simples. On veut créer des polémiques. Il y a même quelqu'un qui disait, c'est quand on n'a pas à dire, qu'on cherche quelque chose à dire et qu'on saute sur tout ce qui bouge. Ah, ouais, mais il faudrait encore que, par rapport... C'est débat, je l'écouterai de la part des personnes qui font le débat dans les ruelles de nos avenues, des personnes qui n'ont pas eu l'opportunité ou la chance d'avoir fréquenté l'école. Je comprendrai. Mais que des personnes envisageant, comme la personne que vous avez citée, exercer des fonctions, ne sachent pas les rouages des finances publiques. Mais cela me laisse, je dirais, mes bras m'en tombent. Qu'on ne sache pas que l'institution président a une dotation. Et dans la dotation, il y a un salaire qui est fixé d'ailleurs par les députés. Quand on dit 17 000 $, le président n'a pas que 17 000 $. Le président a une dotation. Et dans cette dotation, vous avez plusieurs rubriques. Il y a d'autres frais. Il y a plusieurs rubriques. C'est pas seulement le président, même dans d'autres institutions, ça se passe comme ça. Il y a Exactement. une base, il y a les salaires, il y a les bases, des primes, des risques. Voilà, revenons un peu sur le bilan de la gestion de Félix Tshisekedi. Vous savez très bien qu'Ensemble pour la République a attaqué la porte de l'union sacrée de la nation, mais ça divise un peu aussi les membres d'Ensemble. Au début, il y a certains membres de l'Ensemble qui disaient, bon, on ne va pas endosser, vous savez bien, on ne va pas endosser avec Félix Tshisekedi ce bilan, nous on ne prendra pas, mais on a quand même suivi dernièrement le secrétaire général qui disait, on prendra juste un peu de pourcentage de ce bilan, parce qu'ils ont quand même aussi géré, non? Mais, d'où l'expression utilisée par le ministre Boudimbo de Chauve-souris. Vous comprenez, madame? Certains fantassins de M. Katumbi sont passés pour dire que le bilan de Tshisekedi, c'était notre bilan, que nous allions le défendre. Du jour au lendemain, comme des pirouettes, des girouettes, des chauves-souris, ils ont changé de discours. Ils ont changé de discours. Ils ont joué la même musique avec Kabila. Il n'y a rien, il n'y a même pas de quoi fouetter un chat. Ils font de l'opposition, je dirais, à l'africaine. Ils font l'opposition à l'africaine. À l'africaine? Oui, à l'africaine. Malheureusement. C'est-à-dire quoi? Mais, madame, nous, Africains, on n'a pas honte de notre incohérence. Nous, les Africains, on n'a pas honte de nos contradictions, de nos incohérences. Qui dirais-je, le ridicule ne tue pas. C'est le ridicule tué. Ah, madame, nous qui sommes dans le monde politique, nous qui sommes à côté des politiciens, nous qui sommes politiques, très peu de gens, c'est les ridicules tués, allaient continuer à vivre. Très peu. Mais, vous avez des gens, un des conseillers de M. Katumbi, qui, dans un échange de tweets, avec, je ne sais plus, le nom m'échappe, il est du PPRD, il dit ceci. Vous savez que je vous raconte comment
l'identité katangaise de Kabila a été fabriquée. Ah bon? Oui, monsieur S. Kadela, dans un tweet qui est... Salomon. Mais aujourd'hui, c'est ce même monsieur qui crie au loup comme certains Congolais de bon droit. Donc l'identité katangaise de l'ancien président a été fabriquée. Comme certains Congolais de bon droit, permettez-moi de revenir encore sur M. Boudimbo, se questionne si nous n'avons pas des étrangers avec nous. Ne passez pas vite, Patrick, y aller, parce que moi, je n'ai pas suivi. Certainement, les gens qui nous suivent n'ont pas aussi suivi ou non. ce tweet-là. Non. On a fabriqué une identité pour quelqu'un. Mais ce tweet existe. Ce tweet existe. Attends, à part ce tweet, M. Katumbi lui-même, il a fait une émission affirmant que M. Kabila est tanzanien et qu'il est venu au Congo avec de bottes en caoutchouc. Donc, lui, M. Katumbi, aurait le droit de mettre sur la table un débat sur l'identité des gens, sur la nationalité des gens, et quiconque n'a pas ce droit de se questionner. Voyez-vous, madame, il a dit que M. Kabila est un sujet tanzanien. Donc lui, il a ce droit. Lui, il a ce droit. Mais M. Boudimbo n'a pas le droit de se questionner sur l'attitude. D'un Congolais de père et de sur l'attitude qui laisserait à penser que certains Congolais, alors que même M. Boudimbo n'a cité le nom de personne, chose qui est encore extrêmement grave. Là où vous avez M. Katumbi citant nommément Kabila, le traitant de Tanzania, M. Boudimbo a utilisé la subtilité de celui qui se sent morveux. C'est mouche. Merci, madame. Le 16 et le 17, les Congolais se sont rappelés de deux personnes qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Le 16, c'était l'ancien président qui malheureusement n'avait pas fini sa course à la magistrature et il a été assassiné, Laurent Désiré Kabila. Le 17, on se rappelait du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui nous a laissé cette phrase où il nous a dit « Ne jamais trahir le Congo ». Est-ce que cette phrase a de la valeur aujourd'hui? Oh, quoi que l'on dise, cette phrase marquera le Congo, le Congolais que nous sommes, de génération en génération. Cette phrase... Et il y a des Congolais qui ont trahi, certaines personnes qui ont trahi le Congo. Et qui continuent à trahir le Congo. Mais aussi, à un moment de sa vie, à un moment de son parcours, Mouzé, pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que le personnage, le tribun qu'il était, j'avais beaucoup d'amis. Le tribun. Le tribun, voilà. Il me fascinait. Parce que j'ai un béguin pour les tribuns. D'ailleurs, l'un de mes politiciens, non bon, ça ne vous concerne pas. Donc je disais, j'avais de l'admiration pour Mouzé. Le sens qu'il avait de l'humour, ses formules assassines qu'il utilisait. D'ailleurs, c'est ça qui fait que le discours de père et de mère, parfois, vaut son pesant d'or. Parce que cette fibre-là, quand il s'est réveillé en Mouzé, il s'est réveillé et c'est lui qui a dit encore que la guerre sera longue et populaire. Parce qu'à un moment donné, il a fait des choses, je crois, liées au contexte, un peu comme je vous le disais par rapport à Félix quand il a pris le pouvoir. Mouzé s'est retrouvé dans les mêmes draps, il avait le pouvoir, mais il n'avait pas, une armée sur laquelle il pouvait se reposer. Il était un peu pris en otage, pris dans le piège. Il a, malgré lui, je peux le dire, malgré lui, conclu, je dirais, des arrangements avec le Rwanda qui nous a été fatal après. Mais ce côté patriotique de Mouzé se réveillait et il a payé de ça. Il a payé ça de sa vie. Et le 17, chaque fois qu'on célèbre la date du 17 janvier, quelle est la première pensée qui vous vient en tête? Je disais, Madame Noëlla, que nous devons redonner la noblesse.
redonner la noblesse. Quand on parle de Lumumba, quand on parle de ces gens de l'époque qui n'ont pas fait l'université, pour la plupart, mais qui étaient sages, mais qui avaient de la pertinence, rien à voir avec ce charivari d'aujourd'hui, rien à voir. Nous sommes à 1000 lieues, d'oser nous comparer avec les pères de l'indépendance. Nous sommes à 1000 lieues. L'héritage qu'ils nous ont légué, on n'en a pas fait que du bien. Voilà, on n'en a pas fait que du bien. Nous avons un devoir de redonner la noblesse. Madame, Messieurs, à présent, prenons ce troisième dossier. Vous le savez très bien que la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir le pape François en République démocratique du Congo, bien sûr, et sa visite est placée sous le thème de la paix. Pour se rassurer de l'accueil de qualité que la République démocratique du Congo réserve à sa sainteté qui arrive à Kinshasa dans plus ou moins 2 semaines, le ministre de la Communication et Médias a effectué une visite d'inspection à l'aérodrome d'Indolo. Le porte-parole du gouvernement était venu palper du doigt l'état d'avancement des travaux de ce site. Arrivé sur place, le constat était satisfaisant. De venir voir le site, comment il évolue, mais aussi de vous montrer, parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'était aussi de vous mettre dans les décors de comment le travail devrait se faire ces jours-là pour vous. Nous avons parcouru à peu près plus d'1 kilomètre d'où nous étions sur les sites pour arriver ici et voir qu'il y a des ouvertures qui se font. Il y en aura 34 autour parce que l'enjeu pour ces jours-là, ce sera aussi de comment on indiquera aux millions de Congolais qui vont se déplacer comment les choses sont organisées ici dans les sites de Ndolo. Pour dire, nous sommes totalement satisfaits de l'évolution. À en croire Jésus Noël Cheke, le site est construit pour accueillir les fidèles de Kinshasa et d'ailleurs en toute sécurité. Et pour ce faire, 34 ouvertures sont disposées pour éviter les bousculades lors de cet événement. L'ingénieur a également renchéri que la structure principale où la messe sera dite est presque achevée. Des avancées saluées par Patrick Mouyaïa. Nous travaillons assidûment pour être sûr que le centre de presse qui vous permettra de commencer déjà à travailler d'ici puisse aussi être au point. C'est pour vous dire que la venue du pape ici, ce sera un événement historique qui n'est pas arrivé dans une vie. La dernière fois qu'il est arrivé, c'était il y a presque 38 ans. Et donc tous les Congolais qui nous suivent à la maison doivent écrire aussi cette partie historique de notre histoire en venant ce jour-là, le 1er février, pour venir assister à cette grande messe que le pape dira à partir de Kinshasa. A noter que le pape François foulera le sol congolais ce 31 janvier 2023. Son agenda prévoit plusieurs rencontres, entre autres avec le chef de l'État au Palais de la Nation, les victimes de la guerre de l'Est, mais aussi les jeunes catholiques au stade des martyrs de la Pentecôte. Je suis vraiment rempli de joie. C'est un sentiment de satisfaction après cette visite et j'entrevois déjà comment la cérémonie va se passer ce jour-là. Je suis vraiment heureux. Ce que nous attendons des fidèles, c'est de disponibiliser leur cœur à entendre le message que le pasteur universel viendra nous délivrer. C'est d'abord l'accueil dans les cœurs. Mais cet accueil va ensemble avec une préparation physique, matérielle. C'est pourquoi nous demandons premièrement que chaque fidèle, chaque homme, chaque femme de bonne volonté se sente concerné par cette visite du pape et que nous puissions venir nombreux à l'accueillir. Chacun doit sentir que le pape vient visiter non seulement un pays qui s'appelle le Congo, mais il vient le visiter, il vient la visiter. Nous devons nous sentir concernés. Je vois aussi la réalité, l'espace qui est ici et le nombre de personnes qui pourront venir. J'ai un peu de soucis, c'est par rapport au nombre de chaises. Jusque-là, nous avons tout simplement 10 000 chaises
Mais le monde que nous attendons, ce sera minimum 1,5 million. On ne sait pas. Nous sommes en train de réfléchir sur la possibilité de nous tourner vers nos fidèles pour les hommes et les femmes de bonne volonté qui pourront mettre à notre disposition des chaises pour la circonstance. Patrick Yalé, il y a quand même un internaute qui a posé la question de savoir, le pape arrive en République démocratique du Congo, pourquoi toute cette mobilisation du gouvernement congolais alors qu'il y a d'autres autorités, d'autres églises qui arrivent mais on ne sent pas du tout l'engagement ou l'implication du gouvernement? Non, le pape qui représente le Vatican n'est pas comparable à d'autres chefs religieux. Le Vatican, c'est quand même aussi un État. Donc, il ne faut pas que nous soyons, je dirais, lobotomisés par la confusion ambiante entretenue par certaines personnes. Le pape, c'est un peu comme un chef d'État. Ce n'est pas simplement un chef religieux. Et ce n'est pas n'importe quel chef religieux. C'est après combien d'années qu'il revient en RDC qu'un pape vient bon, depuis l'ère Mobutu. Depuis l'ère Mobutu. Ça ne va pas apporter quelque chose dans l'assiette du Congolais, mais c'est des visites de prestige dont le pays a besoin aussi. Et comment ça? Parce que ça a vraiment coûté hein, au pays. Ce sont des visites que le pays a besoin, dans quel sens? Parce que déjà, vous avez dit que ça ne va pas apporter quelque chose dans l'assiette du Congolais. Oui, quand je dis c'est des visites de prestige dont le pays a besoin, la présence du pape met le projecteur sur la RDC. On aura des milliers et des milliers de chaînes de télévision qui vont relayer cela. L'occasion faisant le larron, nos autorités pourront encore une fois de plus prendre la parole pour dénoncer ce qui se passe à l'est du pays. Voyez-vous, madame? Donc, je disais que cette visite de prestige, à bien d'égards, nous sera profitable. Nous sera profitable. Et la visite parce que aussi, de la paix. Parce que aussi, les propos du pape peuvent aussi porter, il apporte sûrement des propos demandant je dirais, la cessation des affres à l'est du pays. Donc, ceux qui veulent... Pourquoi le faire de là où il est, à Rome, au Vatican? Il peut, vous avez dit il peut, mais sa présence va revêtir une autre solennité dont nous avons besoin. Les propos qu'il va sortir demandant le retour de la paix, venant d'un leader religieux d'une telle trempe, ne sont pas considérés comme menus-frétins. Non, non, madame. La partie nord de la commune de Lagomé sera un côté un peu papal, et puis il y a des interdictions. Des gens qui n'auront pas d'autorisation ne peuvent pas passer par là, des véhicules comme des personnes, alors qu'il y a quand même des résidents hein, dans ce coin. Une fois n'est pas coutume, j'ai entendu le cardinal Ambongo, de bout en bout, l'une des rares fois, il ne s'est pas plaint. Occasion pour moi de saluer, de féliciter le travail qu'a M. Josué Noël Cheke. Parce que c'est lui qui est la tête de train de l'organisation. Celui qui aménage les différents lieux où les papes vont s'entretenir avec la population. Exactement. Le cardinal Ambongo, qui est connu pour être, je dirais, pour mettre la robe de la critique comme la soutane, a pour une fois apprécié le travail. Quoique, à la fin, et je partage son inquiétude, que les chaises, 10 000 chaises pour la venue du pape, c'est vrai que c'est insuffisant. Mais dans l'ensemble, il a eu une appréciation que je partage et j'en profite pour saluer le travail qu'a M. Josué Noël Cheke. Fort malheureusement, j'ai appris qu'il a démissionné de son poste
de directeur général de Ntsele, alors qu'il a battu aussi là un travail de titan. Mais bon, j'espère que les raisons qui ont poussé à cette démission sont des raisons républicaines et que cela ne l'empêchera pas de continuer à être utile pour la République. Pourquoi je dis utile pour la République? Et pourquoi? Nous avons besoin au Congo des gens qui, au-delà, je vais encore répéter ce mot que j'aime bien, du charivari qu'ils font à la télé, partout, nous avons besoin des gens dont leur intelligence sert à quelque chose. Mais c'est comme ça se passe sous d'autres cieux, même si vous êtes de la gauche ou de la droite. Mais au moins, ce que vous faites, c'est pour l'intérêt du pays, non? C'est qu'on a du mal à voir ici chez nous. Mais c'est ce que je dis, madame. Au-delà du brouhaha que certaines personnes font, certains représentants font, certains représentants du peuple, hein, qui ont été envoyés siéger dans différents parlements, qui répondent aux mots d'ordre des autorités morales. Au-delà de tous les brouhahas, nous avons besoin des gens dont l'intelligence laisse des traces. Encore une fois, chapeau à M. Jésus Noël Tshisekedi. Revenons un peu sur les relations entre le régime Tshisekedi et l'Église catholique. Est-ce que c'est parce que les papes sont en train d'arriver et qu'on a l'impression de voir que tout va mieux? Parce qu'on ne sent même pas les différentes sorties médiatiques de la Senko, alors qu'il y a à dire autour de la situation sociopolitique de l'heure. Est-ce que c'est juste une pause marquée? Parce que les internautes se posent quand même la question. Dernièrement, il y a un ami qui me contredisait dans un post. Et sa réplique m'avait fait gentiment sourire. On discutait sur la neutralité. Je lui disais que je ne crois pas à la neutralité, à l'impartialité. C'est des concepts, pour moi, qui sont galvaudés et, je dirais même, dépassés. Alors cet ami qui avait l'habitude de se présenter comme quelqu'un de neutre, finira par me rejoindre en disant que chacun a le droit d'avoir un parti pris. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Pour dire qu'il n'y a personne qui est neutre. Ça m'avait fait rire sous cap. Monsieur le cardinal Ambongo, comme tout humain, comme tout Congolais, a un parti pris que l'on sent, que l'on voit, qui est perceptible dans ses prises d'opposition. Mais pour le cas d'espèce, il s'agit de la venue du pape. Il est de bon aloi que l'on fume le calumet de la paix. Peut-être qu'il dira quelque chose lorsqu'il va se prononcer devant les papes. Qu'il reviendra sur la situation sécuritaire. Lors des obsèques du cardinal Monsengo, il ne s'est pas empêché d'exprimer son opinion liée à son parti pris, qui est connu et qu'il assume de façon, je dirais, assumée, permettez-moi ce jeu de mots. Donc, moi, je ne serais pas surpris si, à l'occasion de sa prise de parole, qu'il tacle, comme il a l'habitude de le faire depuis, le régime actuel. Cela va de soi. Le contraire m'étonnera grandement. Ah bon, le contraire. S'il ne fait pas cela, je serai très étonné. Découverte des fosses communes en Ituri, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege s'est prononcé à travers un communiqué qui a été rendu public où il préconise des enquêtes pour que les responsables puissent répondre de leurs actes. Mais ce qui étonne plus d'une personne, des observateurs, pourquoi ce communiqué a toujours, on a l'entête de l'hôpital? C'est comme si ce sont des propos qui engagent l'hôpital, alors que bien qu'il est responsable de l'hôpital Panzi, mais quand on voit ce communiqué, il y a l'entête de l'hôpital.
M. Mukwege n'est pas le premier médecin, n'est pas la première personne à porter la blouse blanche, d'embrasser la politique. Ceux qui l'ont fait avant lui ont pris le soin de dissocier leur profession de médecin à leur autre profession de politicien. Le cas de M. Kouchner, en France, il y a aussi, je crois, des Congolais ici qui étaient médecins, qui ont embrassé la politique. Il va de soi qu'il ne peut pas réinventer la roue. Il ne peut pas s'exprimer sur des questions d'ordre politique, sécuritaire, avec l'entête de l'hôpital. Ce mélange de genres n'est pas honorant pour lui. Ça, c'est un. Quoique j'adhère totalement à ce qu'il a dit, nonobstant la remarque pertinente que j'ai épousée, que vous avez faite, s'agissant du fait qu'il utilisait abusivement le nom l'hôpital Panzi, mais il va de soi que sa prise de position, sa lettre commune. Liberté d'expression. On parlait de la lettre Matata Mpogno, Martin Fayoulou, et puis le prix Nobel de la paix. Quoi que l'on puisse en dire ou en penser, cette lettre laissera une tâche. Il n'est pas d'accord avec le gouvernement dans la procédure contre Matata Mpogno. Et d'un côté, il est en train de réclamer justice pour les génocides. Vous savez pourquoi ça me fait rire? Parce qu'est-ce qui me fait rire? Quelqu'un me disait que la politique a ceci de particulier, c'est que elle est salissante pour tout le monde. On ne peut pas entrer en politique et avoir les mains propres. Ça, c'est de 1. De 2, face au réel, que l'on soit sans Mukwege, on se plie. Le réel, c'est quoi? C'est quoi le réel? Vous avez d'un côté les lobbies qui vous imposent des choses. Vous avez d'un côté les lobbies, comme à Genève, où on a utilisé un candidat à qui on avait imposé des choses. Donc il y a quelqu'un qui impose des choses au prix Nobel? Madame, j'ai dit face au réel. Face au réel. Quiconque. Mais vous voulez être... Vous avez des ambitions. Vous avez des ambitions. Mais sachez que, madame, à côté de vos ambitions, il y a, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs le problème du Congo depuis la création du Congo, nous avons les multinationaux qui, depuis la création du Congo, cherchent toujours les richesses de la RDC. Cherchent toujours à voir, je vais utiliser une expression de l'un des colistiers, cherchent toujours à voir des pantins qui vont servir leur cause. Je crains qu'il est dans la ligne droite d'être le prochain pantin. Je ne voulais pas utiliser ce mot. Mais comme ce mot, ce qualificatif a été utilisé par M. Fayoulou, avec qui il est en coalition, et je sais que dans le temps, je n'ai pas entendu M. Mukwege s'indigner de ce qualificatif, je pense que lui et ses partisans ne trouveront pas à redire du fait que j'utilise ce qualificatif à son égard. Je crois que M. Mukwege est devenu, ou en voie de devenir, un pantin. Enrôlement en République démocratique du Congo, madame, et si on en parle juste après ce dossier. Sécurité dans les centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la capitale de la République démocratique du Congo. La question a fait l'objet des discussions entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima,
et le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Dans le couloir, le numéro 1 de la police urbaine de la capitale congolaise rassure que les dispositions seront prises pour sécuriser la population congolaise. Je viens d'être reçu par le président de la CENI, c'était un entretien fructueux. On a évalué la sécurisation des bureaux d'enrôlement, des bureaux d'inscription. Vous savez, il y a des petits problèmes qui se passent au bureau d'enrôlement. Il y a des gens qui se plaignent que les policiers sont en train de monnayer l'enrôlement. Il y a des petits abus, des abus passés par là. Je tiens à rassurer la population aussi que les dispositions sont prises. Tous ces abus-là seront sanctionnés. Nous avons déjà mis les gens en tenue civile pour suivre le mouvement des policiers et punir les récalcitrants. En cette période d'identification et d'enrôlement des électeurs, Silvano Kasongo n'a pas manqué d'exhorter la population congolaise. Nous demandons à la population d'être disciplinée quand ils viennent s'enrôler. Bon, ils viennent avec beaucoup de monde, c'est pas mal, mais ils doivent respecter l'ordre public quand ils viennent là-bas. La personne qui s'enrôle doit respecter la ligne, suivre la ligne, la file indienne comme tout le monde. Dans la foulée, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a rappelé la mission de la police nationale congolaise. La sécurisation des bureaux d'enrôlement, c'est la mission de la police. La société est comme à la police, totalement. C'est nous qui sommes là-bas. La police a été requise, c'est notre mission, ce n'est pas la CENI. La police est là-bas et la CENI peut nous appuyer seulement sur le plan logistique. Mais tous les problèmes qui se passent là, nous sommes des responsables et nous avons déjà pris des dispositions pour qu'il y ait la calmie et que les gens soient rassurés. C'est à la veille de la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1 que les couples Chabani-Lissassi s'est rendu au centre d'enrôlement installé dans l'enceinte de l'église kimbanguiste située dans la commune de Lingwala. Sur place, tour à tour, le patron de Congo Web Télévision et son épouse se sont pliés aux exigences des agents de la Commission électorale nationale indépendante. Notamment, se faire identifier au préalable et suivi de l'enrôlement, ce avant d'obtenir leur carte d'électeur. C'est avec succès que le numéro 1 de Congo Web Télévision et son épouse ont rempli ce devoir civique. Le couple Chabani-Lissassi a désormais son ticket pour un choix judiciaire lors des élections de 2023 en République démocratique du Congo. Notons par ailleurs que la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1 est prévue pour le 23 janvier 2023. C'est un digne fils du terroir qui accomplit son devoir civique ce jour. Patrick Eyalé, c'est de lui qu'il s'agit. Accompagné notamment des amis, connaissances et sympathisants, les rues de Bondalungwa ont vibré au rythme de ce journaliste talentueux. Comme nous démontrent ces images, ils sont habillés aux couleurs de Patrick Eyalé, candidat aux prochaines élections. Les cris de joie étaient au rendez-vous jusqu'au complexe scolaire Maristella. Ici, l'éditorialiste s'est plié aux exigences des agents de la CENI, notamment l'identification et la capture jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. La plupart des gens qui me connaissent, ils me connaissent en qualité de journaliste. Mais cela n'enlève pas ma qualité de citoyen congolais. Et je peux préciser de père et de mère. J'ai fait sciemment de m'enrôler ici parce que j'ai été créé à quelques pas d'ici, sur l'avenue Luputa. J'ai fait mes premiers pas de l'école maternelle ici. L'école s'appelait Joëlita. Nous sommes en 1981-82. J'ai des condisciples connus. J'ai un parcours connu. Pour les élections de 2023, les Congolais doivent bien connaître les candidats. Il faut à ce que l'identité des candidats soit connue, valable et rétrécie. Comme je suis dans mon fief, Nazana m'a belé. C'est-à-dire que je suis très à l'aise parce que mes parents ont fait ce qu'il faut pour que je sois aujourd'hui quelqu'un en mesure de prétendre à défendre les intérêts de la population de la République. C'est une occasion en or pour Patrick Eyalé de prendre des engagements fermes. En prenant cet acte, j'ai dit que je m'engage. Je m'engage à redonner de la noblesse à la politique. Je m'engage à redonner de la noblesse à la gestion de la République. Patrick Eyalé, éditorialiste,
est désormais électeur et candidat aux prochaines élections. Un motif de joie pour ses proches qui l'ont accompagné à accomplir ce devoir civique. Je tiens à remercier la famille, les amis, les connaissances, les sympathisants qui m'ont accompagné. Comme je ne cesse de le dire, si ce n'est pas nous, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Patrick Eyalé, désormais candidat aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Je nourris cette volonté. C'est une ambition, je ne dirais pas comme Sarkozy, que je porte à chaque fois que je me réveille en voulant me raser la barbe, surtout que je ne me rase pas la barbe chaque jour, mais c'est une ambition, une prétention que je nourris depuis assez longtemps. Je sais que... Quelles sont vos motivations? Non, je ne veux pas ici prétendre que je vais me présenter pour transformer le quotidien de Congolais, mais j'aimerais jouer ma partition. J'aimerais jouer mon rôle. J'aimerais faire triompher mes idées. J'aimerais faire triompher ma vision. Plusieurs ont dit ça avant d'être au Parlement. Ils se sont prononcés comme vous, mais dans le congrès, la réalité, c'est tout autre. Vous aurez remarqué que je ne suis pas plusieurs. Je suis Patrick Eyalé. Mais je ne dis pas parce que je suis Patrick Eyalé que j'ai avec moi, derrière moi, un bâton magique. Je disais que je voulais faire triompher ma façon de voir les choses. Par exemple, moi, je suis natif de Banda-Lungwa. J'y ai passé 3/4 de ma vie. Il y a une transformation qui s'est faite, pas seulement à Bandal, mais beaucoup plus à Bandal, qui me cœure. C'est l'effet de voir les bistrots ouvrir 24 heures sur 24, du lundi au dimanche. Et puis vous êtes rentré dans votre fief, dans ces coins qui vous a vu naître pour aller vous faire enrôler. J'y vis, j'y habite. Okay. Je connais Bandal. Je disais que je voulais faire triompher ma façon de voir les choses. Dans ma façon de voir les choses, je trouve inconcevable que nous ayons autant de bistrots à Bandal. Inconcevable que nous ayons autant de tapages nocturnes. Je suis chrétien. Je confesse ma foi chrétienne. Mais on doit réguler les secteurs. Mais il y a un édit qui interdit les tapages nocturnes. À côté, voilà pourquoi j'ai dit que je n'ai pas un bâton magique. À côté des textes, nous voulons, je veux impulser les choses pour que ce qui est écrit soit appliqué. On n'a pas forcément besoin d'écrire d'autres textes, on a besoin de beaucoup de volonté et j'espère qu'il y aura un vent nouveau, une nouvelle synergie pour faire appliquer les textes de loi. Vous êtes candidat au niveau provincial? J'ai la prétention d'être candidat aux 2 élections provinciales et ainsi qu'à l'élection nationale. Dans votre discours... Prochainement, parce que le moment n'est pas encore venu, quelqu'un me faisait cette reproche, on n'a pas vu les fusils du président, de l'autorité morale de votre parti. Oui. J'ai dit, c'est une question que j'allais d'ailleurs poser. J'ai dit, le moment n'était pas indiqué, mais je n'ai pas l'habitude de jouer au cache-cache. Je disais que mes positions... C'est Félix Tshisekedi, c'est connu. Évidemment que je soutiendrai la candidature de M. Félix Tshisekedi parce que je ne vois aucun candidat des candidats qui se sont présentés pour le succéder et prétendre, je dirais, faire mieux. Je soutiendrai la candidature. Il y a d'ailleurs un monsieur qui est passé dans l'émission Table Ronde avec Ambroise Mamba qui disait que dans les spirituels, jusqu'à ce jour, il n'y a pas un autre candidat à part Félix Tshisekedi. Je ne me lancerai pas dans ce terrain, mais moi, je pense au regard des candidats déclarés. Même pas Denis Mukwege. Bon, il ne s'est pas encore déclaré, mais certaines personnes, membres de la société civile, veulent quand même le voir candidat président. Mais officiellement, je pense. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il a un profil
qui est acceptable. Il a un profil qui est acceptable. Mais le jeu politique, je vais utiliser cette expression, on devrait la consacrer, expression de l'année. Nous, c'est la théâtre. Pourquoi? Pourquoi? Avec Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Oh non, c'était une expression formidable. Non, c'est de la théâtre. Non, c'est de la théâtre. Il a un bon profil. Mais le jeu politique vit avec le réel. C'est ce réel-là qui l'a amené à se coaliser avec Matata Ponyo. Et c'est ce réel-là qui montrera que dans le jeu politique, comme je dis, nous sommes à la théâtre, il devra composer. Il devra quitter son costume de, je dirais, l'homme solution. Non. Même Tshisekedi qui voulait endosser ce costume a été buté au réel. Voyez-vous, madame, c'est ainsi que je dis qu'au regard de l'expérience qu'il vient d'accumuler, l'expérience étant la somme des déboires, des échecs et de ce qui a réussi, je pense que M. Tshisekedi est le mieux qualifié pour faire impulser encore le Congo dans une dimension Patrick autre. Mais après avoir accompli votre devoir civique, vous avez reçu votre carte d'électeur, vous êtes prononcé à la population congolaise, vous avez insisté, vous avez fait ces rappels, je suis des pères et des mères, est-ce que c'était important? Et de l'autre côté, vous avez insisté, vous avez demandé à la population de connaître l'identité des candidats. Pourquoi? À tous les échelons, parce qu'il y a une forme de tricherie qui ne dit pas son nom. Nous avons des candidats qui viennent d'ailleurs, mais qui se présentent pour défendre. La loi ne l'interdit pas au niveau provincial. Vous pouvez venir d'autres communes, mais il faut quand même avoir ce courage. Il faut quand même assumer et dire que non, je suis né à tel endroit. Voilà. Et on peut aussi fabriquer, non? Ça, je parlais pour les candidats au niveau provincial et national. Mais cette incise de père et de mère, là je reviens encore sur le ministre Boudimbo, qui disait, condamnant la fébrilité qu'a eu ce candidat à ne pas dénoncer le Rwanda et Kagame, mais il est loin d'imaginer que ses propos puissent être considérés comme discriminatoires. Parce que, je vais vous raconter une petite histoire. Ce qui s'est passé dans la Coupe du Monde. Il y a eu confrontation entre la France et le Maroc. Vous avez des Marocains qui sont nés en France, qui ont la nationalité française, mais qui le jour du match France-Maroc, il y avait un penchant. Ils joueraient de tout leur corps de voir la France perdre. Donc, cette anecdote, ces sons-là se réclament toujours, même bien qu'ils avaient déjà changé de nationalité. Ils sont nés, et pour certains, ils sont jamais été au Maroc. Mais ils ont une attache. Ils sont liés émotionnellement par leur pays d'origine. Voilà pourquoi un des candidats, il s'est retrouvé... Pardon madame, c'est très important. Okay. Voilà pourquoi un candidat est allé nous accuser en Israël. Il est allé apporter des fausses accusations. Quel candidat? Le candidat, vous le connaissez, celui qui est allé accuser les Congolais d'être des racistes en Israël. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Les Congolais ne le connaissent pas. Monsieur Katumbi, madame, vous n'avez pas les images où il est allé accuser les Congolais d'être des séparatistes, des sionistes? Déjà, c'est une année électorale en 2023. Est-ce qu'il y aura réellement des élections? Et si on aura ces élections, ça sera avec la partie sous état de siège, oui, ou ce ne sera pas sans les deux provinces sous état de siège? Permettez-moi d'abord de saluer le chef de centre de l'école Marie-Stella où je me suis enrôlé. Je ne sais pas si partout les choses se passent comme ça, mais en ce qui me concerne, les choses se sont déroulées comme sur des patins roulettes. Je ne sais pas, mais si cette expérience... Par rapport au temps
Déjà, selon les calendriers de la CENI, c'est le 23. J'ai appris qu'on a prolongé d'un mois, et c'est une bonne chose, parce que l'engouement ne cesse... Il n'y a pas encore un communiqué de la CENI jusqu'à cet instant. J'ai appris, c'est encore... officieusement. Voilà. Mais l'engouement est grandissant. Encore aujourd'hui, sous la pluie, pendant que je m'en allais à l'église, j'ai vu des candidats désirer d'obtenir leur carte d'électeur. Le président de la CENI fait bien d'allonger. Et j'aimerais dire que rarement le processus de la CENI n'a été torpillé à telle enseigne que vous avez un laboratoire qui a fomenté un faux communiqué de Western Union disant... Il a même circulé, c'était un fake news. Non, parlez pas comme si c'est un plaisanteur dans son coin qui a fait ça. C'est l'œuvre des Siciliens. C'est l'œuvre des Siciliens. C'est l'œuvre de ceux-là. Quand vous dites quelque chose qu'ils n'aiment pas, qui envoient des gens saccager, brûler votre parti, c'est l'œuvre des Siciliens. Ces gens sont très dangereux. Un mot sur ma question, les élections avec... Vous connaissez les Siciliens et leur mode opératoire? Répondez à ma question. Vous avez dit? Par rapport aux élections 2023, déjà, c'est dans quelques mois, en décembre, ça serait avec l'Est, les provinces aux états de siège ou non? En 2018, nous perdons souvent la mémoire. Il y a, je crois, 4 à 5 circonscriptions, Yumbi, Ituri, et j'oublie 2, je crois. Ils n'ont pas participé à l'élection de 2018. Madame, messieurs, on prend ces dossiers, on reviendra sur ça. On prend ces dossiers, le dernier qui va nous permettre de parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des 2 pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Thio Esonge Sacristian est allé se rendre compte de l'état actuel de ces centres appelés à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant place, et du colonel Zanza Tessemba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Eli Kassi.
Alikassi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation des FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette arme. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est à partir de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitola et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura Alikassi pour assurer la prise en charge de 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait, à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti. Patrick Eyali, tu as rappelé que les dernières élections, la RDC en est partie sans quelques circonscriptions, mais partir sans 2 provinces de l'Est ne sera pas consacré la balkanisation? Je n'ai pas dit que mon souhait ou ce qui va arriver, je ne suis pas dans les secrets d'alcôve de la CENI pour affirmer qu'il y aura des circonscriptions ou des villes qui n'iront pas à l'élection. J'ai simplement rappelé qu'on a eu des élections où on a eu les villes que j'ai citées qui n'ont pas pris part aux élections. Mais il va de soi que il ne sera pas de bon ton que nous ayons certaines villes, autres les villes sous état de siège, non partant aux élections. Je crois que le gouvernement doit redoubler, je dirais, de prouesse pour récupérer l'impérium total de ces villes qui sont des zones, je dirais, de no-man's land pour l'instant. On a enregistré les massacres en début de semaine. C'était d'ailleurs le dimanche passé dans une église où on a mis une bombe. Il y a eu des morts. Et de l'autre côté, il y a la population qui s'est plaint. Les localités qui étaient sous contrôle des M23 avec la force de l'EAC. Après, on demande à la population de regagner leur localité. Ils rentrent et la population dit être non seulement violée, mais aussi massacrés même par les M23 qui ne sont pas au vrai sens partis. Comment est-ce que nous pouvons expliquer cette situation et quelle devra aujourd'hui être la position de la République démocratique du Congo pour sécuriser encore sa population? La position de la République démocratique du Congo, que j'espère, que je souhaite, vous la décortiquerez dans, je dirais, le dernier communiqué du ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, qui a dit que la République était prête à tout. J'espère que dans ce tout-là, il y a le tout. C'est parti pour une guerre? J'ai dit que j'espérais que dans le tout-là, il y a le tout. Pourquoi j'espère que dans le tout-là, il y a le tout? Parce qu'il va de soi que le président Tshisekedi l'a dit. On a suivi les recommandations, nous, la République, à la lettre, hein, du dernier mini-sommet. Du Luanda, de Nairobi, et le président a eu beau jeu avec, cette réplique magistrale à l'endroit de cette Rwandaise, de faire savoir que la République du Congo, de la démocratie du Congo avait joué sa partition. Et que demain, si on ne le souhaite pas, je suis de ceux qui pensent toujours que quand il faut éviter une guerre, il faut utiliser les moyens de l'éviter. Mais cette Rwandaise a même dit au président de la RDC que la solution pour la sécurité est entre vos mains. Et le président a rappelé magistralement à cet envoyé de Kagame que
plutôt le problème était le Rwanda. Le problème qui est déjà connu, c'est le Rwanda. Mais le problème... Mais la mission avec l'EAC, cette force-là, les opérations, doit-elle continuer? Dès lors que l'EAC demande à la population de regagner les localités, la population arrive sur place, elle est attaquée encore par le M23. Permettez-moi de faire une digression. Vous savez, quand le président a pris le vol pour Davos, il y a des gens qui ont fait le parallélisme entre le président sud-africain qui avait renoncé à y aller et notre président qui avait décidé de partir. Oui. D'abord, l'argument que ces gens utilisaient était fallacieux. Le président sud-africain n'est plus finalement parti à Davos parce qu'il fait face à une accusation en justice qui risque d'emporter son pouvoir. Ça, c'est de 1. C'est pourquoi il n'est pas parti. C'est pourquoi il n'est pas parti. Les raisons avancées comme quoi il n'est pas parti à cause des délestages qu'il y a en Afrique du Sud sont tout à fait fallacieuses. Il est face à des accusations qui risquent de l'emporter. Maintenant, les tout-sachants qui avaient pointé du doigt la présence de Félix à Davos, l'estimant inopportune, parmi les tout-sachants, j'ai vu, et je disais dans l'avant-propos, que si l'incohérence et les ridicules tuaient, beaucoup allaient être foudroyés. J'ai vu un de tout-sachants se féliciter du discours du président. Voyez-vous, madame. Et à un moment, les politiciens pensent que la population congolaise est un peu... Elle est un peu bête, excusez-moi, d'utiliser ces mots-là. Parce que les politiciens se permettent un peu de tout à l'endroit du peuple congolais. Nuance, madame. Les politiciens abêtissent. Ça veut dire rendent parfois bêtes. Je vous ai expliqué le cas pour les salaires et les émoluments. Ouais. C'est de l'abêtissement. Le niveau est en décrépitude. Le niveau s'affaisse. C'est pour cela, j'ai dit tantôt, nous devons redonner de la noblesse, de la justesse, même dans les débats, même dans les interventions. Parce qu'il y a aujourd'hui, certaines personnes, certains observateurs estiment que la chose qui reste à faire pour la RDC, c'est aller en guerre contre le Rwanda. Est-ce que le pays est prêt? Avant d'aller en guerre, je pense que nous devons d'abord quitter la francophonie. Ah, quitter la francophonie. Nous devons commencer par là. Parce que la France, depuis longtemps, ne joue pas franc jeu. Voilà pourquoi il y a des gens même qui ne sont pas d'accord avec l'organisation de jeux de la francophonie. Je pense qu'un acte fondateur pour nous serait de quitter la francophonie. Parce que c'est d'abord inadmissible que le Rwanda, qui n'utilise plus le français comme langue officielle, dont le président évite soigneusement de s'exprimer en français, ait le poste de secrétaire général de la francophonie. Comme si cela ne suffisait pas, Macron, le gouvernement français, tout récemment, vient d'allouer un montant à l'armée rwandaise. Jusqu'à quand serons-nous le dindon de la farce de la politique extérieure de la France? Je pense qu'il est temps que nous quittions la RDC quitte la francophonie. Absolument. Et si on décide de quitter maintenant, c'est-à-dire première étape, même les jeux de la francophonie. J'estime que cette première étape, c'est de quitter la francophonie. La deuxième étape, c'est d'encourager la montée en puissance en termes de dotation budgétaire conséquente à notre armée. Nous devons avoir une armée dissuasive. Les accords, les conciliabules ne feront pas reculer Kouagame. Patrick Eyalé, enfin, mais l'homme considéré fort hier, Fortuna Bissédile, aujourd'hui, il se retrouve en prison. Mais bien qu'il se retrouve en prison, certaines personnes parlent d'une comédie et ils vont même loin, surtout à travers les réseaux sociaux pour dire on sait quand ça commence, après il ira à l'hôpital et après ça sera la liberté provisoire. Il est accusé de haute trahison. Je disais dans un tweet que, curieusement, les personnes qui sont dans l'entourage de Félix, quand ils sont encore dans son entourage et qu'ils
qu'ils exercent leurs fonctions, c'est des vauriens, c'est des chénapans, c'est des ordures pour beaucoup de gens. Mais une fois qu'il est en disgrâce, ces mêmes personnes que ces gens considéraient comme des vauriens, des chécouleurs, de tout ceci, aux yeux de ces gens, ils deviennent des gens fréquentables. Ils deviennent des gens dont on dit on l'a humilié. Nous avons des incohérences et des contradictions très frappantes. Moi, je ne connais pas M. Bisselele. Quand je dis que je ne connais pas, c'était pour moi la toute première fois de l'entendre lors de son interview avec M. Foucault. Je ne le connaissais que de renom. Et l'interview qu'il a faite avec M. Foucault a laissé en moi, je dirais, ça ne m'a pas fait une bonne impression. Et ce qui est arrivé après ne m'a pas étonné. Savait-il que sa tombe était déjà en train d'être creusée? Ou a-t-il lui-même creusé sa tombe? Qu'à cela ne tienne, je pense, au regard et par rapport à son arrestation, après ça sera, c'est ça qui inquiète la population congolaise. Après il sera malade, il sera à l'hôpital, après ça sera une liberté provisoire. Nous sommes dans un cheminement, je considère cela comme un cheminement. Nous venons des... Personne ne peut être arrêté. La République des injusticiables, la République des gens qu'on ne pouvait même pas oser parler de prison. Nous avons quitté ce stade. Nous sommes aujourd'hui dans une phase où quiconque peut être jugé et peut être mis en prison. Maintenant, il faut que cette étape-ci soit consolidée. Il faut que la justice joue désormais pleinement son rôle. Pour dire que sur ce volet-là, il y a parfait. Patrick Eyalé, c'est complètement fini. Le président de la République a annoncé le remaniement en retour au pays après la Suisse, mais également, vous allez vous adresser à la population et ce sera votre mot de la fin. Je réitère le vœu que j'ai fait lors de ma prise de carte d'électeur, ce vœu de m'engager, et comme je le dis dans mon slogan, je m'engage. Et comme le thème que j'utiliserai, si ce n'est pas nous qui, si ce n'est pas maintenant quand. C'est sur cette formule qu'au moment venu, je battrai ma campagne. Et je dirai dans le mois prochain avec quelle couleur je porterai pleinement ma casquette d'homme politique. S'agissant du remaniement, j'espère que le président, au regard des, je dirais, de retournement des situations, au regard des positions des chauves-souris, j'espère que il n'est pas le seul chauve-souris. Non, je change la formulation. J'ose croire qu'il n'y a plus d'autres chauves-souris près du chef de l'État. Lesquels chauves-souris pourront dire demain que ce bilan n'est pas le nôtre. Patrick Eyalé, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé pour la première fois depuis l'année 2023 dans notre rendez-vous de la semaine Info 7. Merci beaucoup, Néla. Madame, Monsieur, Patrick Eyalé, éditorialiste, était bien notre invité de la semaine. Merci à vous de votre fidélité à notre rendez-vous de la semaine Info 7. Merci de faire toujours confiance à votre chaîne, la chaîne haute définition Congo Web Télévision. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est un magazine de Congo Web Télévision, Info 7 votre magazine, Info 7 notre magazine. Merci de continuer à nous écrire et de continuer à nous faire confiance. C'est l'heure et c'est la fin. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.